Bonjour à toutes et à tous, je suis Gaylor, tuteur en biostatistique au tutorat santé d'Amiens et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les ANOVA, c'est-à-dire les comparaisons de variance. Donc on va d'abord voir ensemble quelques explications, puis un exemple avant de s'attaquer à la correction des annales. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une ANOVA? Alors une ANOVA, on va l'utiliser en fait quand on aura plusieurs moyennes à comparer, c'est-à-dire en fait plus de deux moyennes. Alors vous avez dû voir les tests de comparaison de moyennes. On peut comparer une moyenne vis-à-vis d'une moyenne théorique. On peut comparer entre elles deux moyennes observées. Et puis aussi, il y a le cas un petit peu particulier avec un seul échantillon, des moyennes, comparaison de moyennes en série à parier, où on va comparer nos différences de moyenne en fait vis-à-vis de zéro. Ici, on aura en fait plus de deux moyennes à comparer. Souvent, c'est 3, 4, voire 5. Et en fait, on suppose déjà comme condition de test que la répartition de la variable suit une loi normale dans chaque échantillon. Voilà. Et en fait, on va essayer de voir si ces différents échantillons, on peut dire qu'il y a une différence entre eux et donc qu'ils ne sont pas issus de la même population. Alors, donc, on va utiliser en fait ce qu'on appelle le test de Fisher-Snedecor. On peut donc l'utiliser seulement si les distributions ont la même variance et si en fait les distributions des populations suivent une loi normale. Ça, c'est les conditions d'application du test. On est dans du test paramétrique. Les tests non paramétriques, c'est du hors programme. Alors, la formule générale, c'est donc grand F qui est égal à la variance intergroupe divisée par la variance intragroupe. Ça, en fait, on peut le retrouver en réfléchissant un petit peu. Je vous explique. En fait, qu'est-ce que c'est que la variance intergroupe? J'ai une grande variance intergroupe si, en fait, vous voyez, mes pics à chaque courbe sont très éloignés les uns des autres. Et ma variance intragroupe, en fait, ça va être la variance au sein de mon groupe. En fait, plus ma variance intragroupe sera grande, plus, si vous voulez, l'intervalle ici de chaque courbe, voilà, sera grand. Et donc, moi, ce que je vous rappelle, la plupart du temps, plus la valeur du test est grande, plus il y a une différence importante. Alors, si je veux que mon f soit grand, je veux en fait que mes pics soient les plus éloignés les uns des autres, je veux donc que ma variance intergroupe soit la plus grande possible, et je veux que ma variance intragroupe soit la plus faible possible, c'est-à-dire que je veux que l'intervalle sur lequel est définie, vous voyez, cette loi normale, en fait, soit le plus faible possible. Alors, quelques annotations à connaître pour pouvoir se retrouver dans les formules. C, c'est le nombre de groupes. Grand N, c'est le nombre total d'individus dans tous les groupes. Donc, on additionne le nombre d'individus de chaque groupe. Donc, C, par exemple, si on reprend cet exemple-là, C égale 4. Alors TI, c'est la somme des mesures dans le groupe I. Donc là, on aurait la somme des mesures dans le groupe 1, dans le groupe 2, dans le groupe 3, dans le groupe 4. TG, c'est la somme des mesures dans tous les groupes, c'est-à-dire qu'on additionne tous les TI pour le trouver. Et la somme des x au carré, en fait, on va prendre toutes les mesures, on va toutes les mettre une à une au carré, et ensuite, on va les additionner. Alors la variance intergroupe, voilà, c'est égal à la somme des carrés des écarts intergroupes divisé par le nombre de degrés de liberté de la variance. La somme des carrés des écarts, c'est donc la somme des TI au carré sur NI, c'est-à-dire que je vais prendre chaque TI, je vais le mettre au carré, je vais le diviser par NI, c'est-à-dire le nombre d'individus dans le groupe, et je vais additionner tous ces TI, donc, qui sont au carré. Donc là, vous voyez, par exemple, on aurait une sommation de 4 membres. Et ensuite, on soustrait par le total général qu'on va mettre au carré, et tout ça divisé par le grand N. Donc ça, c'est la somme des carrés des écarts intergroupes. C'est important de connaître cette formule-là. C'est aussi très important de connaître les différentes formules de la somme des carrés des écarts parce que quelquefois, on peut vous demander de faire le calcul à partir de cette somme des carrés des écarts ou quelquefois, on vous donnera directement la somme des carrés des écarts. Il y a également la variance intragroupe. Voilà, donc la formule de la variance intragroupe, c'est la somme des x au carré, donc la somme des mesures au carré comme je vous expliquais juste avant, moins la somme des TI au carré sur NI qu'on a calculé juste avant. Donc vous verrez assez régulièrement, si on ne vous donne pas la somme des carrés des écarts, une aide au calcul qu'on peut vous donner, c'est la somme des TI au carré sur NI.
Alors, c'est un test un petit peu particulier, l'ANOVA, parce qu'il y a aussi des degrés de liberté, comme dans tous les tests, mais là, en fait, il y en a deux. Il y a un degré de liberté pour la variance intergroupe et un pour la variance intragroupe. Pour la variance intergroupe, ce sera C, donc le nombre de groupes, moins 1. Et pour la variance intragroupe, ce sera grand N, le nombre total d'individus, moins C. Il y a également ce qu'on appelle la variance totale. En fait, ce qu'il faut comprendre et qui est vraiment primordial, c'est que la variance totale, c'est égal à la variance intergroupe plus la variance intragroupe. Donc, la somme des carrés des écarts intergroupes plus la somme des carrés des écarts intragroupes est égale à la somme des carrés totales. Et également, le nombre de degrés de liberté total, c'est DDL intergroupe plus DDL intragroupe. Voilà. Donc, quelquefois, on va vous donner en fait la somme des carrés des écarts de la variance totale, et à partir de là, en vous donnant par exemple la variance intergroupe, vous allez retrouver la variance intragroupe par une simple soustraction. Ce qui est important à savoir également, la variance intragroupe a un petit synonyme, on l'appelle quelquefois la variance résiduelle. C'est bien de connaître ces deux termes, parce que quelquefois on peut vous parler de variance résiduelle, et donc on ne vous dira pas que c'est la variance intragroupe. Alors ici, on va faire un petit exemple d'ANOVA. On va se demander en fait si quand on fume différents types de tabac, en fin de compte, est-ce que la variation que ça fait sur notre pression systolique, elle change en fonction du tabac que l'on fume? Alors pour cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 4 groupes, avec chacun à l'intérieur 10 personnes. Alors toutes ces personnes fument un paquet chaque jour depuis 40 ans. On peut dire qu'ils sont à 40 paquets années. Ça, vous aurez le plaisir de pouvoir le revoir au second semestre en santé publique. Donc, on a mesuré leur pression systolique en centimètres de mercure. Ici, on a un groupe qui fume des gauloises, un groupe qui fume des cigarilles au café crème, un groupe qui fume des Lucky Strike et un groupe qui fume des Marlboro. Alors, on peut voir qu'ici, nos 4 groupes sont tous composés de 10 personnes. C'est pas obligatoire. Je pourrais très bien avoir un groupe de 5 personnes là et un groupe de 12 personnes là. Ça changerait rien, je pourrais quand même faire mon test. Alors là, on récapitule en fait nos données. C, le nombre de groupes, c'est 4. N, le nombre total d'individus, c'est 10 fois 4 parce qu'on a 10 personnes dans chaque groupe, ça fait 40. Et là ensuite, ce que j'ai fait, en fait, je vous explique, j'ai additionné toutes les lignes. Ce qui m'a permis d'avoir le grand T du groupe Gauloise, du groupe Café Crème, du groupe Lucky Strike et du groupe Marlboro. Mon TG, en fait, mon total général, c'est l'addition de ces 4 valeurs. Et la somme des x au carré, pour la faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis chaque valeur au carré. Donc j'ai mis les 40 valeurs au carré séparément et je les ai toutes additionnées, ce qui m'a permis d'obtenir ce groupe, ce nombre. On pose deux hypothèses. L'hypothèse nulle H0, il n'y a pas de différence entre les groupes. L'hypothèse H1, il y a au moins une différence entre les groupes. Ça se peut, par exemple, il y a un tabac qui va beaucoup plus faire augmenter la pression systolique, mais que les autres, en fait, sont relativement ensemble. On va voir ensuite qu'il y a différents tests qui vont nous permettre, en fait, si jamais on pense qu'il y a une différence, de pouvoir dire, si vous voulez, quel groupe, en fait, on va comparer les moyennes 2 à 2 pour voir quels groupes ont des différences entre eux. Alors, donc, dans un premier temps, je calcule ma variance intergroupe dans mon exemple. Donc, c'est la somme des TI carrés sur NI. Donc là, j'ai mis tous mes TI que j'ai mis au carré, divisé par le petit NI, ce sera toujours 10 ici, vu qu'on a 10 personnes dans chaque échantillon. Et on soustrait par le total général qu'on a mis au carré divisé par le grand N, on trouve 4,446. On trouve notre niveau, donc notre DDL, intergroupe, c'est le nombre de groupes 4 moins 1, ça fait 3. Donc ici, j'ai ma somme des carrés des écarts, j'ai mon DDL. Si je voudrais ma variance intergroupe, j'aurais juste à faire 4,446 divisé par 3. Ma variance intragroupe, c'est-à-dire ma variance résiduelle, c'est la somme des x au carré moins la somme des ti au carré sur ni. Donc, je reprends ma somme des x au carré que j'avais calculée auparavant. Là, ça, on peut voir qu'on l'avait exactement aussi dans l'équation précédente.
On trouve 51,47. Mon DDL intra, c'est 40 moins 4, c'est 36. Si je voudrais ma variance intragroupe, j'aurais qu'à faire 51,47 divisé par 36. Alors, mon test F, le test de Fisher-Snedecor, c'est donc la variance intergroupe sur la variance intragroupe. Je peux la décomposer comme ça. Pour faciliter un peu le calcul, vous savez que je peux faire A sur B sur C sur D, c'est égal à A fois D divisé par B par C. Donc, je trouve cette expression, je multiplie et je tombe sur la valeur du test qui est d'1,03. Et là, je vais chercher dans ma table. Alors, vous verrez, les lois de Snedecor, il y en a deux. Il y en a une pour laquelle alpha est égal à 0,05, c'est celui qu'on prend le plus souvent. En médecine, souvent, on dit que 5% pour démontrer une différence, c'est suffisant. C'est pas quelque chose qu'on ferait dans la vie de tous les jours, hein, parce que par exemple, si on vous dirait que dans un avion, il y ait une chance sur 20 qui se crache, est-ce que vous montez dedans? Je ne pense pas. Mais en tout cas, en médecine, on se dit que, en effet, 5%, c'est un risque qu'on peut accepter. Et donc, vous voyez que cette table, elle est un petit peu différente, parce que là, j'ai pas mon alpha à trouver ici, mais en fait, j'ai mes deux degrés de liberté de part et d'autre du tableau. Donc, mon degré de liberté 1, c'était 3, et mon degré de liberté 2, c'était de mémoire 36. Mon 36 n'est pas dans le tableau, mais on va prendre entre 30 et 40. Je trouve entre 2,92 et 2,84. J'avais un test d'1,03. Mon test est inférieur. Je ne peux donc pas rejeter H0. Je rejette H1 et je valide H0. On ne peut pas dire qu'il y ait une différence statistiquement significative sur la valeur de la pression systolique en fonction de la marque de tabac que l'on fume. Alors là, ici, on n'a pas rejeté H0. Mais si jamais on aurait rejeté H0, on aurait pu faire différents tests en fait pour comparer 2 à 2 les moyennes et pour dire en fait c'est entre ces moyennes-là que ça cloche. C'est entre ces moyennes-là qu'il y a une différence. Pour cela, on peut faire différents tests. Il faut bien connaître leurs noms, même si on ne les voit pas forcément en détail. En détail, on voit que le test T dit protégé. Donc, il y a le test de Newman-Kulz, le test de Bonferroni, le test de Dunet. Et donc, nous, c'est celui du T dit protégé qu'on veut utiliser. Alors, pour utiliser le test du T dit protégé, on va utiliser la variance résiduelle et le degré de liberté, ce sera également celui de la variance résiduelle. On va aller chercher notre valeur à comparer dans la table de student, et ensuite on va pouvoir appliquer ce test-là, ce qui va nous permettre de dire en fait, en fonction, s'il y a une différence entre les différentes moyennes, ou si en fait, je vous dis n'importe quoi, mais fumer des cigarilles au vanille, ça va beaucoup faire augmenter. Par contre, les autres sont plus semblables. Cependant, hein, ce qui est important de dire, c'est que dans le test qu'on a fait juste avant, on n'aurait pas pu utiliser ce test, ça n'aurait servi à rien parce que on ne pouvait pas démontrer de différence. Donc ça, c'est seulement si mon H0 est rejeté. Alors, tout de suite, je vous propose un petit entraînement. Donc, c'est un exercice qui est tombé l'année dernière à l'examen. Donc, on étudie l'effet d'un nouveau médicament contre la maladie de Parkinson, 4 groupes de 50 malades au total. Alors, donc là, on peut interpréter différemment cet exercice. Moi, dans la correction, je suis parti en fait du principe qu'il y a 4 groupes et que si on additionne les 4 groupes, ça fait 50 malades. Voilà. Et donc, sont constitués par tirage au sort et soumis à 4 doses différentes du médicament. On mesure l'effet du médicament par le nombre moyen de tremblements par heure, on compare l'effet des 4 doses du médicament. On nous donne la somme des carrés des écarts intergroupes, la somme des carrés des écarts total, et on vous demande de quelle valeur le résultat du test statistique est proche. On vous demande une petite question autour des nombres de degrés de liberté. Est-ce qu'on peut rejeter l'hypothèse H0? Et une petite question de cours sur le test T dit protégé. Je vous laisse y réfléchir et dès que vous avez fini, vous pourrez remettre la vidéo pour pouvoir voir la correction. Alors, F, c'est notre variance
intergroupe sur la variance intragroupe. Là, ici, on nous donnait la somme des carrés des écarts total et la somme des carrés intergroupe. Pour trouver la somme des carrés des écarts intragroupe, il fallait faire une soustraction, on trouvait 35 000. Mes degrés de liberté, j'avais 4 groupes, moins 1, ça fait 3. Mon nombre d'individus, il était de 50, moins 4, ça fait 46. Je calcule en faisant la multiplication et la division. Je tombe en faisant une division euclidienne sur un nombre proche de 6,57. On va lire donc dans la table de Snedeker pour DDL intra égale 46, donc on prend entre 40 et 50, et DDL inter égale à 3, on va trouver une valeur autour de 3,1. Le résultat du test est bien supérieur à la valeur lue dans la table de Snedeker. On peut donc rejeter H0 au risque 5%, et même très certainement un petit peu au-delà. Le bon bilan de réponse, c'était B et D. En effet, le résultat du test statistique, c'était 6,57, ce qui explique que la réponse A était fausse. Là, ici, le nombre de degrés de liberté intergroupe égale à 3, c'était vrai, mais le nombre de degrés de liberté intragroupe, c'est faux. Hein. C'était 46, parce qu'on faisait 50 moins 4. 49, pour information, c'est le nombre de degrés de liberté total du test. 46 plus 3. L'hypothèse H0 du test est rejetée au risque 5%, c'était vrai, on l'a montré parce qu'on avait une valeur de test supérieure à celui dans la table. Et donc pour la E, en cas de test T dit protégé, on utilise comme variance commune la variance totale et comme DDL le DDL de la variance résiduelle. Cet item, il est faux parce que c'est vrai pour le degré de liberté. Par contre, on utilise comme variance commune, non pas la variance totale, mais la variance résiduelle. Je vous laisse maintenant faire ce petit exercice qui est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'on vous donne moins d'aide au calcul, mais il est aussi tombé à l'examen, cette fois-ci, celui-ci, au rattrapage. On a comparé 3 traitements innovants d'immunothérapie pour le traitement des tumeurs des ovaires dans 3 groupes des 5 patientes. On a mesuré la taille de la tumeur pour chaque patiente après 6 semaines de traitement. On considère que les conditions de validité du test appliqué sont vérifiées. On vous a mis les résultats dans un tableau. On vous donne la somme des carrés des écarts résiduels, c'est 811. Et donc, on vous dit quelles sont là où les affirmations exactes. Le nombre de degrés de liberté du test de la variance résiduelle est égal à 12. Donc, petite question sur les degrés de liberté. On vous pose deux questions autour de la valeur du test. On vous pose une question, donc voilà, assez classique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence ou est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de différence? Voilà. Je vous laisse essayer de faire cet exercice et puis on se retrouve juste après pour la correction. Très bien. Alors maintenant, nous allons donc passer à la correction. Donc il fallait réaliser une ANOVA. Alors ça, pour savoir quand est-ce qu'on fait une ANOVA, soit ça va être quand vous aurez plusieurs moyennes, mais un truc qui va vraiment vous mettre la puce à l'oreille, c'est quand on va commencer à vous parler de variance résiduelle, variance intragroupe, intergroupe, variance totale. Ça, quand vous avez ça dans l'énoncé, vous devez vous dire, je dois faire une ANOVA. Donc on vous donnait la somme des carrés des écarts intragroupes. Moi, je pense que le plus simple à faire, là, ici, en fait, c'était à essayer de trouver somme des TI au carré sur ANI, parce que c'est un terme qui est commun aux deux sommes des carrés des écarts. Et donc, en faisant somme des x au carré moins la somme des carrés des écarts intra, on pouvait le trouver. Et comme ça nous simplifiait le calcul pour la somme des carrés des écarts intergroupes. Donc, on additionnait ce qu'on avait dans le tableau, c'est-à-dire les x au carré, et on soustrayait la somme des carrés des écarts intra, c'était 811. On pouvait trouver cela. Et donc, ensuite, il fallait qu'on fasse la somme qu'on venait de trouver, moins 41 plus 106 plus 458, donc la somme des TI qu'on mettait au carré, hein, le tout au carré, divisé par 15. Bon, ça, c'était pas évident, fallait le poser, et donc on arrivait à tomber sur 20 134. Nos degrés de liberté intergroupe, le nombre de groupes moins 1, ça faisait 2. L'intragroupe, c'était grand N moins C, ça faisait 12. On pouvait donc faire le petit calcul. On trouvait environ 149, donc une valeur proche, en effet, de 150. Et on lisait dans la table de Snedeker 3,89. Donc le bon bilan de réponse, c'était ABE. Alors, donc A, le nombre de degrés de liberté du test de la variance résiduelle est égal à 12. Ben, c'était vrai. On avait 15 patientes, moins 3 groupes, ça faisait 12.
La valeur du test utilisé est proche de 150, on a trouvé 149 à peu près, donc c'est vrai. La C, elle est donc fausse. La D, la différence observée entre les trois traitements n'est pas significative au risque 5%, c'est faux. Et E, la différence observée entre les trois traitements est significative, c'est vrai. Donc, les bonnes réponses, c'était en effet A, B, E. Alors maintenant, juste avant de se quitter, je vous propose de faire un petit exercice chez vous, voilà, qui est assez sympathique. C'est un groupe de copains. Il y en a 5 qui ont été au festival Rétro C'est Trop. Il y en a 7 qui ont été au Main Square à Arras. Et il y en a 6 qui sont allés aux Nuits Secrètes à Aulnoy-Emery. Et en fait, ils se sont amusés à calculer combien ils dépensaient en plus du ticket. Donc en boissons, en goodies, etc. Et donc là, ici, vous avez ce que chacun a payé en surplus en restauration aussi, etc. On vous donne la somme des carrés des écarts intergroupes, la somme des carrés des écarts intragroupes, et là, le souci, le problème qu'on vous pose, c'est est-ce qu'en fonction du festival où on va, est-ce qu'on dépense plus donc en extra? Voilà, je vous laisse essayer de faire ça chez vous, ça vous refera un petit entraînement en plus. Voilà, alors donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Surtout, n'hésitez pas à venir nous voir à la colle, la dernière colle, et aussi au dernier prel si vous avez des questions à propos des statistiques. Et voilà, j'espère que ça vous a été utile et que maintenant les ANOVA, ça vous fait un petit peu moins peur. Voilà, à bientôt!